Alors, nous allons maintenant vous proposer une table ronde autour de la communication extraterrestre et de la recherche de vie intelligente dans l'univers. Donc évidemment, vous allez pouvoir poser toutes vos questions aux chercheurs et chercheuses qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Je vais laisser Lisa Faye, chargée de programmation des conférences à la Cité des Sciences et de l'Industrie, nous présenter nos invités et animer cette table ronde. Merci beaucoup, Soufiane. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux que j'ai croisés au début. Donc, bienvenue à cette table ronde. Allô la Terre, vous avez un message point d'interrogation. Florence Rollin-Cerceau, je vous invite à me rejoindre à cette table ronde. Je crois que Nicolas Prensos est arrivé, il me semble l'avoir vu, donc je vous invite aussi à me rejoindre. Je vous invite à prendre les sièges à ma droite, allez-y. Et puis on va voir si on est en connexion avec nos intervenants à distance. Je vous donne ça. Hop. Et on va s'équiper pour les écouter. Alors si on peut avoir Zoom en fond d'écran, s'il vous plaît, à la régie. Si vous voulez entendre nos intervenants en français. On est équipé pour... donc Florence Rollin-Cerceau, à ma droite. Vous êtes astrophysicienne et exobiologiste, maîtresse de conférences au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes aussi historienne et épistémologue de l'exobiologie au Centre Alexandre Coiré. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire de la recherche des vies intelligentes extraterrestres. Et vous êtes vice-présidente du métier international. Vous avez écrit, en ce qui nous concerne ici, D'autres planètes habitées dans l'univers, point d'interrogation, aux éditions Ellipse en 2011. Et en 2019, vous publiez, en collaboration avec le philosophe Doji Olu, À la recherche d'intelligences extraterrestres aux éditions Nouveau Monde. En ligne, ou Nicolas Prensos, puisque vous êtes là, vu qu'ils ne nous entendent pas, je continue avec vous. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous êtes également éditeur et écrivain. Et sur les questions qui nous rassemblent aujourd'hui, vous avez écrit parmi de très nombreux ouvrages « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» aux éditions Fayard et « Voyage vers le futur » aux éditions Seuil dans les années 99-2000. Alors, à distance, nous avons, et ils essayent de nous entendre, mais je pense qu'on n'a qu'une personne sur 3 qui nous entend, Douglas Vakoch, qui est professeur et président du métier international. Vous avez travaillé de nombreuses années au SETI, à la recherche des vies intelligentes extraterrestres. Vous avez travaillé comme directeur là-bas des compositions des messages interstellaires, on vous le disait en introduction. Vous avez écrit de très nombreux livres dont je vais vous donner les thématiques pour vous éviter la lecture des titres très longs en anglais et pour aider mes collègues interprètes. Donc sur l'altruisme extraterrestre dans les années 2013, sur l'équation de Drake et comme on l'a pris au fur et à mesure des époques en 2015, l'archéologie, l'anthropologie et de la communication interstellaire en 2019, et récemment, vous publiez un ouvrage sur les dystopies et les utopies sur Terre et au-delà, critique écoféministe de la science-fiction en 2021. Donc, est-ce que ce sera bientôt traduit en français? Je ne sais pas. En ligne également avec nous, Péric Pitrou, qui essaye de se connecter. Vous nous entendez, Péric? Toujours pas. Péric Pitrou est anthropologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Il dirige une équipe anthropologie de la vie. Et par ailleurs, au sein de l'université PSL, il est membre du comité de pilotage du programme interdisciplinaire de recherche qui s'appelle « Origines et conditions d'apparition de la vie ». Il dirige, avec des collègues de l'université College London, un projet d'atlas de vie extraterrestre. Ces recherches visent à comparer les représentations actuelles de la vie, ce qui implique une réflexion sur la vie telle qu'elle est sur Terre, mais aussi telle qu'elle pourrait être sur les autres planètes. Alors donc il intervient à cet échange à partir de la représentation de la vie extraterrestre que l'on a envisagée comme une exploration des possibles par la culture contemporaine. Alors, parmi vos publications récentes, je voulais citer La puissance du végétal et cinéma animiste et un numéro spécial dans la revue Technique et Culture qui est consacré au biomimétisme. Péric, est-ce que vous nous entendez? Oui, alors non seulement je vous entends, et en plus, visiblement, je peux vous parler. Donc la communication est rétablie. Merci. Merveilleux. C'est un bon début pour communiquer avec les extraterrestres. Yann Roberts, vous nous entendez toujours? Oui. Super. Vous êtes professeur de linguistique à l'université de Cambridge dans la section de linguistique théorique et appliquée. Vous vous intéressez à la théorie de la grammaire universelle proposée par Noam Chomsky, qui, si je ne me trompe pas, propose
que le petit humain est une capacité cognitive spécifique présente dès la naissance qui lui permet de développer sa langue maternelle. Et pour étendre cette théorie, vous avez comparé la syntaxe et la diversité de très nombreuses langues, celtes, romanes et germaniques. Vous avez écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Les merveilles du langage ou des langues » ou « Comment faire du bruit et influencer les gens » et un ouvrage très pointu sur cette analyse comparative des syntaxes. S'il existe des versions françaises de chacun des ouvrages que j'ai mentionnés en français, n'hésitez pas à nous le dire. Et Yann Roberts, vous travaillez au métier avec Douglas et Florence. Est-ce que j'ai présenté tout le monde ? Vous êtes 5, c'est merveilleux. Alors, bienvenue à vous 5. Merci à tous de nous suivre et de tenir l'après-midi avec nous et ces communications complexes et à distance. Pour introduire cette table ronde, je voudrais donner quelques précisions autour de la vie extraterrestre et de la communication avec ces vies extraterrestres. On considère classiquement que la vie extraterrestre intelligente serait une vie capable de maîtriser une technologie telle que les ondes radio pour communiquer d'une étoile à une autre. Si on part sur cette définition, il semblerait que notre civilisation ait un peu moins de 100 ans pour être considérée comme une vie intelligente dans l'univers, ce que je trouve assez intéressant comme point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ma première question était, est-ce que vous pouvez nous dire d'après vous quelle est la probabilité que ce type de vie, dite intelligente, existe dans l'univers ? Peut-être Nicolas, pour commencer. Oui, écoutez, je serais ravi. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je serais ravi de pouvoir répondre à votre question. La réponse, c'est que je n'ai aucune idée. Et le pire, c'est que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus, qu'on peut répondre, au moins donner un chiffre précis, un facteur dit près. La réponse, ça pourrait être 1, ça pourrait être des millions. Mais on n'a aucune idée. Et la raison est simple, c'est que pour faire des probabilités, comme vous le savez, il faut avoir un certain échantillon. Quand on dit qu'il y a une probabilité de 1 sur 6 pour qu'un dé, quand on le lance, nous donne le chiffre 6, ça veut dire qu'on sait qu'il y a 6 côtés et on sait ce qu'il y a sur chaque côté. Et on sait aussi que le dé n'est pas pipé, parce que si c'était pipé, bon, ça pourrait être autre chose. Donc dans le cas de la civilisation extraterrestre, dans la mesure où on ne connaît que la nôtre, il est impossible de faire des statistiques, donc pour pouvoir donner un chiffre. Alors, il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, il y a une trentaine d'années, on pourrait dire peut-être la même chose des planètes extraterrestres. Parce que ce qu'on sait quand même, c'est que au moins la vie telle qu'on la connaît sur Terre nécessite un certain niveau de complexité, certaines conditions physiques qui permettent le liquide, parce que le liquide est à la base de tout. Donc on ne parle pas de la vie à la surface d'une étoile, par exemple. On parle de la vie à la surface d'une planète à peu près comme la Terre. Pas tout à fait la même chose. Et il y a une trentaine d'années, on ne connaissait aucune planète dans l'univers à part le système solaire. Il est vrai qu'on, dans la mesure où on savait quand même, on avait des théories qui nous disent comment un système planétaire est formé. Un disque protoplanétaire qui tourne autour, l'étoile se forme au milieu, et dans les disques, il reste des grumeaux qui forment des planètes. Comme on avait cette théorie, on pensait que toutes les étoiles sont formées de la même manière, donc il devrait y avoir des planètes. Donc la découverte de la première exoplanète, il y a 25 ans, ce n'était pas une surprise. Ce n'était pas quelque chose qui nous a fondamentalement fait changer notre avis. C'est venu d'une manière un peu naturelle. Quand même, on ne pouvait pas encore donner des probabilités, combien de planètes existent. C'est seulement après, une fois qu'on a découvert la première exoplanète, qu'on a pu faire des recherches plus systématiques avec des télescopes même dans l'espace, notamment les télescopes Kepler de la NASA, qui a découvert de centaines, voire 2000, et maintenant je crois que le chiffre c'est 4000 exoplanètes découvertes, dont la plupart ne sont pas comme la Terre, mais il y en a pas mal. Donc à partir de ce moment, on peut faire des statistiques sur les conditions physiques. Combien d'exoplanètes il y a comme la Terre, par exemple. Là, on commence à avoir une idée. Mais dans la mesure où on n'a pas détecté de forme de vie d'aucune forme, c'est-à-dire simple, complexe, etc., on ne peut pas répondre à la question combien il y a des exoplanètes. Voilà. Alors j'ajouterai mon petit point de vue historique avec l'équation de Drake qui a été émise en 1961 et qui permet, enfin à l'époque c'était pas vraiment pour donner un nombre de planètes, de civilisations communicantes dans la galaxie, c'était surtout pour réfléchir un petit peu à notre niveau de connaissance sur justement ces possibilités de vie dites intelligentes qui en fait excluent pas mal de formes d'intelligence et qui centrent sur les technosignatures. On parle maintenant d'ailleurs de techno-civilisation ou de techno-signature pour justement ne pas exclure
J'ai l'impression qu'on m'entend avec le masque d'une manière un peu bizarre. Pour ne pas exclure toutes les autres formes d'intelligence, on s'est rendu compte quand même de ça, que l'intelligence n'était pas juste, je dirais, centrée sur la technologie. Donc on parle de technosignature. Mais là, c'était pour donner peut-être le champ de recherche, l'élargir un peu au domaine historique en parlant de cette équation de Drake. Donc, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, elle est assez connue quand on fait des recherches sur la vie extraterrestre. Donc, l'équation de Drake, il y a 7 paramètres, donc le taux de formation d'étoiles par an dans la galaxie, le nombre d'étoiles entourées de planètes, ensuite le nombre de planètes, la fraction d'étoiles entourées de planètes, le nombre de planètes habitables, etc., etc. On va au 7e paramètre qui est la durée de vie des civilisations communicantes, susceptibles de communiquer. 7 paramètres qui étaient à l'époque en 61, mais très mal connus, sauf le premier, Nicolas, c'est bien ça, c'est simplement le premier qui était connu. Donc ça faisait 6 autres paramètres qui étaient vraiment complètement inconnus. Et depuis, quand même, en 61, maintenant on est quand même nettement après, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de progrès. Il faut voir les choses positivement. Et je pense que les 3 premiers paramètres sont un petit peu plus connus. Donc la fraction d'étoiles entourées de planètes, peut-être le nombre de planètes dans un système planétaire, nombre de planètes habitables. On a une petite idée peut-être de ça. Donc je dirais que sur les 7 paramètres, les 3 premiers maintenant, au bout de plus de 50 ans, sont maintenant mieux connus. Maintenant, il reste tous les autres, c'est-à-dire le nombre... C'était les plus faciles. Oui, certainement, oui. Et maintenant, les plus difficiles, c'est de connaître donc, cette fraction de planètes qui est véritablement avec la vie à la surface, la fraction de planètes sur laquelle la vie a évolué vers une vie intelligente et la fraction de planètes sur laquelle la vie intelligente a évolué vers des civilisations dites communicantes. Et enfin, le dernier paramètre, mais qui est vraiment le plus, je dirais, hasardeux, c'est la fameuse durée de vie de ces civilisations dites communicantes. Et à l'époque de Drake en 61, il a quand même mis un chiffre. Il a mis des chiffres à tout ça et il obtient L, c'est-à-dire la durée de vie de ces civilisations, égale à N, le nombre de civilisations communicantes. Alors, comme disait Nicolas tout à l'heure, on peut mettre ce qu'on veut. Et L, si on dit que c'est 1000 ans, ça fait un N égale à 1000 civilisations communicantes dans la galaxie, ce qui est déjà beaucoup, à mon avis. Mais bon, voilà. Et c'était encore plus optimiste. On trouve chez Carl Sagan, à l'époque, dans les années 60, des chiffres encore plus élevés, du genre 1 million. Et on peut aussi trouver voire maintenant des équations... certains scientifiques ont repris cette équation pour remettre d'autres paramètres encore plus compliqués. Et on obtient parfois des chiffres, des fractions même, des choses un peu bizarres. Mais voilà, donc c'est au moins un élément de réflexion pour répondre à cette question. C'est pas vraiment des statistiques, comme dit Nicolas, c'est impossible d'en faire. Mais bon, on va dire qu'on peut encore se baser sur cette équation qui traverse les décennies et qui permet de voir déjà notre avancée scientifique sur ce domaine-là, et puis peut-être d'émettre des hypothèses sur ce nombre de civilisations communicantes dans la galaxie. Voilà. Et si vous deviez chercher plus particulièrement autour de certaines étoiles ou dans certains types de planètes, vous pouvez nous préciser donc le type de planète qu'on chercherait ou qu'on connaîtrait de mieux en mieux pour viser une civilisation communicante? Oui et non. Dans la mesure où on ne connaît rien, pas en ce qui concerne les planètes ou les étoiles. Là, on observe autour de nous et maintenant on commence à trouver des étoiles et des planètes dans la zone habitable. Mais dans la mesure où on ne connaît pas la forme de vie, est-ce qu'il faudrait chercher vraiment sur une planète comme la nôtre? Il y en a qui pensent que ça pourrait se développer aussi sur des lunes de planètes géantes. Par exemple, il y a dans le système solaire, les planètes géantes, c'est Saturne, c'est Jupiter, qui ont des planètes très très grosses, des satellites comme Titan, comme Ganymède, qui sont très très gros, plus gros que la Lune. Et sur ces satellites, il pourrait y avoir aussi, s'ils ont les mêmes conditions que sur la Terre, s'ils sont dans la zone habitable, on pourrait aussi imaginer trouver une forme de vie. Alors, où est-ce qu'il faudrait regarder en ce qui concerne les étoiles? Tout d'abord, vous le savez peut-être que toutes les étoiles ne sont pas les mêmes. On dit souvent que le Soleil est une étoile typique, c'est vrai. C'est même pas la majorité quand même. Les étoiles de type solaire, c'est pas la majorité dans la galaxie. Dans la galaxie, il y a environ 100-200 milliards d'étoiles, quelque chose comme ça. Et parmi ces étoiles, 90% sont des étoiles plus petites que le Soleil, beaucoup plus petites.
C'est des étoiles qui ne sont pas aussi chaudes, aussi lumineuses que le Soleil. S'ils ont des zones habitables, ça devrait être très près, beaucoup plus près, par exemple, par rapport à l'étoile que la Terre l'est par rapport au Soleil. Et s'ils sont aussi près, il y a d'autres phénomènes qui apparaissent qui rendent ces étoiles pas très favorables à l'existence de la vie. C'est des étoiles qui ont beaucoup d'activité sur leur surface, d'activité magnétique, des phénomènes énergétiques qui pourraient supprimer la vie. Des rayons très énergétiques qui sont émises. Et puis il y a un autre phénomène un peu plus complexe qui fait que plus la planète est proche de l'étoile, plus il risque de tourner, d'avoir toujours le même côté tourné à son étoile, un peu comme la Lune avec la Terre. La Lune donne toujours le même côté. La même chose arrive avec Mercure par rapport au Soleil. C'est à une telle distance qu'il tourne toujours le même côté. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a un côté qui se trouve toujours dans l'obscurité, donc très froid, et un côté qui se trouve toujours face au Soleil, donc extrêmement chaud. Il y a une énorme variation de température. Et il est clair que si c'est du côté chaud, mais là, on ne pourrait pas avoir de la forme de vie. Si c'est du côté froid, on pourrait imaginer une forme de vie développée, mais il fait vraiment très froid. Mais quel type de vie pourrait se développer sur ces objets-là, c'est impossible à les savoir. Donc, les très petites étoiles sont exclues. Les grosses étoiles, maintenant, plus chaudes que le Soleil, beaucoup plus chaudes et lumineuses que le Soleil, sont aussi exclues parce qu'elles ne vivent pas assez longtemps. Le Soleil et les étoiles de type solaire vivent plusieurs milliards d'années. Les petites étoiles, c'est quelques millions d'années. Et après, elles explosent. Donc, on peut exclure certaines catégories de l'étoile, mais malgré tout, il reste les étoiles de type solaire qui, comme je l'ai dit, ça fait environ 1/10 des étoiles de la galaxie. Donc, s'il y a 100 milliards, ça fait pas mal d'étoiles. 10 milliards qui sont un peu comme le Soleil. Et donc, on a pas mal d'étoiles pour regarder autour. Mais dans ce cas-là, si on trouve dans la zone habitable de planètes comme la Terre, oui, c'est un champ assez vaste quand même. Ce n'est pas les objets qui manquent dans cette catégorie-là. Alors, si je comprends bien, donc on va imaginer que cette civilisation communicante, on arrive à entrer en contact avec elle. Est-ce que vous pourriez nous décrire d'abord quel type, on imagine peut-être, de société communicante, peut-être Péric, et puis quel mode de communication on favorise, on imagine avec ce genre de vie intelligente extraterrestre? Mais déjà, ça a démarré en fait l'histoire en ce qui concerne les moyens de communication avec une civilisation extraterrestre éventuelle, a commencé avec un papier qui a été écrit en 1959, donc ça fait 60 ans maintenant et quelques, par 2 physiciens américains, et qui ont conclu que les meilleurs moyens, celui qui s'offre le plus pour scruter la galaxie, c'est les ondes radio. Le radiotélescope. Alors pourquoi les ondes radio? Il y avait quelques raisons pour ça. C'est que notre galaxie, comme vous le savez tous, c'est un disque. Hein, et nous, on se trouve à peu près à la périphérie du disque. Mais ce disque, il n'y a pas que d'étoiles dans ce disque. S'il n'y avait que des étoiles, le disque serait complètement transparent. Il y aurait de grandes distances entre les étoiles. Mais il n'y a pas que des étoiles dans les disques de la galaxie. Il y a aussi beaucoup de gaz et de poussière. Et la lumière qu'on voit avec nos yeux et nos télescopes optiques ne traverse pas cette région de gaz et de poussière, elle est absorbée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir très loin quand on regarde dans le plan du disque. Quand on regarde perpendiculairement au plan, bien sûr, c'est vide, il n'y a pas de gaz et de poussière, on peut voir très loin. Mais dans le plan du disque, pas très loin. Et c'est justement dans le plan du disque où il y a la majorité des étoiles. Alors, si on veut regarder dans le plan du disque, il y a quelques rayons qui peuvent les traverser, qui ne sont pas absorbés, c'est justement les ondes radio. Et ça, c'est un avantage énorme. C'est pour ça qu'ils ont proposé. Il y a un autre avantage, c'est que les rayons radio, par unité de photons, par photon, ils transportent beaucoup moins d'énergie. Ils ont une longueur d'onde beaucoup plus grande. Moins d'énergie. Ça veut dire que si on veut émettre dans cet rayonnement, on va dépenser beaucoup moins d'énergie pour la même quantité d'informations. Donc c'est plus économique. Et une civilisation extraterrestre, il devrait aussi réfléchir à ça. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça dépend de ce qu'on connaît nous, des moyens dont on dispose nous. Si ces civilisations pourraient voir dans d'autres longueurs d'onde, comme par exemple les rayons X, qui traversent aussi le plan de la galaxie, bon, peut-être qu'ils émettraient dans les rayons X. Mais ça coûterait beaucoup plus en énergie. Voilà, les rayons X, c'est beaucoup plus haut en énergie.
Donc voilà pour les moyens. C'est pour ça qu'on a pensé aux ondes radio. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi le SETI optique qui existe depuis un petit moment maintenant déjà, qui est une technologie qui est née après l'invention du laser, hein, finalement. Donc ce serait envoyer des pulses, vraiment des émissions très courtes, hein, du milliardième de seconde, enfin extrêmement court. Dans le domaine optique cette fois-ci. Donc ça a été un peu développé quand même dans les années 90, donc après le SETI radio. Et je pense que ça a quand même de l'avenir, ça aussi. Parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, hein, avec le fait que le domaine radio est quand même très intéressant et celui qui a été le plus utilisé je dirais, pour de bonnes raisons. Mais depuis les années 90, on s'oriente aussi vers les... on continue à utiliser le mot écoute, ce qui n'est pas très logique dans le domaine optique, mais l'observation de pulses laser, donc provenant de civilisations extraterrestres. Mais alors, à la différence sans doute du domaine radio, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est que là, il faut que que la civilisation nous vise vraiment. C'est-à-dire que là, ça ne peut pas être fait comme on fait du balayage tout le ciel avec le domaine radio. Dans le domaine radio, là, on doit vraiment cibler ce qu'on veut atteindre. Donc, autant dans la réception que dans l'envoi, on en parlera avec Doug tout à l'heure, qui a des projets, je pense, là-dessus, eh bien, il faut cibler vraiment la planète que l'on... Voilà, il faut viser. On ne peut pas faire du balayage. Là, c'est complètement différent comme technique. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une certaine idée de l'endroit que l'on veut atteindre, que ce soit dans le sens réception et dans le sens envoi. Donc, ne pas négliger le domaine optique. Oui, ce qui implique que s'ils sont assez riches en termes d'énergie, ils peuvent se le permettre. Voilà. Mais s'ils n'ont pas assez d'énergie... Ah oui, clairement. Voilà. Oui. Alors, avant de nous en dire un petit peu plus sur les messages que vous envoyez ou que vous avez envoyés, Douglas Vakoch, est-ce qu'on pourrait avoir juste un petit peu plus d'informations sur le contenu, je dirais, de ces messages? C'est-à-dire que, donc, ondes radio, optique, d'accord, est-ce qu'on peut avoir un petit point de vue peut-être anthropologique sur ce qu'on imagine de cette vie intelligente extraterrestre, Pierrick Pitroux, pour avoir se projeter dans le fait de leur envoyer quoi que ce soit, en fait? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on est capable de projeter comme possible aujourd'hui? Eric, yes? Yes, you can. I can begin. Yeah, I think Oui. Alors, je crois que l'exemple du SETI optique et de la SETI radio, eh bien, cela montre qu'il faut toujours réfléchir à nos hypothèses. Quand ça a commencé dans les années 60, eh bien, nous comprenions l'univers en examinant la distribution de l'hydrogène et les fréquences radio, Nicolas l'a dit, étaient un moyen efficace sur le plan énergétique de communiquer, car cela va traverser le statique cosmique. Et c'était un moyen solide de communiquer avec d'autres civilisations. Mais dans les années 60, déjà, Charles Towns, qui avait reçu un prix Nobel pour avoir inventé le laser, avait déjà suggéré d'envoyer des signaux laser. Et donc, là, effectivement, c'est ce qu'on appelle la SETI optique. Mais certains collègues ont dit « mais non, c'est ridicule, il n'y a pas de civilisation qui aurait les moyens ». Et Nicolas, d'ailleurs, y a fait référence. En fait, il faudrait énormément d'énergie pour transmettre des lasers en permanence. Et dans les années 90, nous sommes dit « voilà, nous avons les moyens techniques de produire ces lasers très puissants. Nous n'avons pas besoin d'envoyer des signaux en continu. Cela peut être des signaux très brefs, quelques nanosecondes. Et cela permet de transmettre des informations. Et je crois en fait que nous devons réexaminer en permanence nos hypothèses. Et pour ce qui est des messages qui sont conçus, et tout à l'heure nous avons eu une présentation des messages qui ont été envoyés, le message d'Arecibo par exemple, les messages envoyés via Pioneer ou Voyager, et nous avons envoyé différents types de messages. Et en fait,
nous ne devons pas nous dire qu'il faut procéder de telle ou telle façon. Nous, ce que nous faisons, c'est réfléchir en permanence et nous demander que pouvons-nous faire d'autre. Vous avez demandé quel était le type de message que nous envoyons. Julia a parlé du fait qu'en 2017, dans le cadre du festival de musique Sonar, nous avions créé un tuto pour expliquer aux extraterrestres, en fait, ce que nous pourrions avoir en commun, à savoir le signal radio. En fait, nous avons suivi une approche très différente de celle du message d'Arecibo. Et nous voulions expliquer quelque chose très clairement, le signal radio. Et nous avons utilisé ceci pour introduire la notion de temps et nous avons envoyé différentes fréquences. Et Julia l'a dit, cette idée de communiquer existait déjà avant les années 60. Dans les années 20, Carl Friedrich Gauss avait en Sibérie réfléchi à la communication par le biais de la géométrie avec le théorème de Pythagore. Et en fait, l'idée était de savoir comment expliquer des bases de la géométrie et en utilisant des nombres simples, 3, 4, 5, si on réfléchit à un nombre divisé par un autre, eh bien, tout ce que nous utilisons, c'est une division très simple. Et donc, dans les messages que nous avons envoyés par le passé, il y a eu beaucoup de choses différentes. Et pour l'avenir, nous pouvons nous inspirer de ce qui a déjà été fait. Et ce que nous faisons actuellement, c'est réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre. Nous sommes en train de réfléchir à des messages qui reprendraient en fait les petits dessins du message d'Arecibo. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que nos corps ne sont pas simplement statiques, ils bougent. Et de façon rudimentaire, nous commençons à expliquer ce qu'est le langage humain. Nous expliquons que nous nommons les choses. Nous expliquons ce que font les objets. Nous avons des verbes et nous accompagnons les messages de ceci. Et en fait, on réfléchit aussi à ce qui pourrait être une langue commune. Et Lisa en a parlé au début. L'idée est de dire, voilà, s'il y a une autre civilisation et que nous entrons en contact avec celle-ci, peut-être qu'elle a la technologie radio et les lasers. D'accord, nous avons ceci en commun. Comment est-ce que ceci peut être utilisé en tant que base pour la communication? C'est une question que nous nous posons. Et concrètement, vous envoyez des messages fréquemment, vous parlez au présent, mais quelle est la réalité d'envoi de ces messages au métier? Douglas, vous pouvez... Nous envoyons des messages très fréquemment et l'un des défis, en fait, c'est de trouver les lieux depuis lesquels nous pouvons envoyer des messages, des signaux très forts. Nous avons parlé de notre désir d'envoyer un message à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. D'autres intervenants en ont parlé plus tôt. Et en fait, c'est que depuis l'hémisphère sud que nous pouvons envoyer un message suffisamment fort pour l'atteindre. Et c'est vrai que la SETI optique a un avantage pour ça, en fait. Il faut des émetteurs radio très puissants et très chers pour envoyer des signaux forts, alors que les technologies laser peuvent être utilisées et pour quelques centaines de milliers de dollars, on pourrait avoir un émetteur laser pour donc des transmissions SETI optiques. Nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est l'une de nos priorités. Nous en sommes à nos débuts. La première fois, je pense, n'est-ce pas, Doug? First time, ce serait la première fois. That's right. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler, Yann Roberts, des réflexions peut-être linguistiques que vous avez au métier? Quel est l'apport de l'étude des diverses langues humaines à cette réflexion de communication extraterrestre? Yes, thank you. Oui, merci. I'll speak in English. Alors, je vais m'exprimer en anglais, si vous êtes d'accord. Alors, l'étude des langues sur Terre a montré qu'il y avait une grande diversité, mais aussi certaines caractéristiques fondamentales que toutes les langues partagent. Et donc, la question qui se pose est la suivante. Et Noam Chomsky, d'ailleurs, et d'autres l'ont suggéré. Y a-t-il une grammaire universelle
pour les êtres humains. Est-ce qu'il s'agirait d'une grammaire terrestre, en fait, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments en commun avec d'autres systèmes de communication, les moyens de communication de toute autre civilisation extraterrestre communicante? Et c'est très pertinent de poser cette question, mais il y a des caractéristiques plus abstraites de langue humaine qui ne seraient pas forcément partagées par d'autres systèmes. Et je dirais que la difficulté est dans ce qu'on parle de l'externalisation des systèmes linguistiques. Si on réfléchit à des langues familières, le français ou l'anglais, eh bien, ces langues existent dans différents médias. Ça peut être écrit, signé, parlé, et en fait traduit dans d'autres médias. Mais fondamentalement, il s'agit des mêmes langues. Si vous parlez français, si vous signez en français ou si vous écrivez en français, c'est toujours du français, structurellement. Et pour ce qui est de l'externalisation de la langue, et en fait c'est très très difficile, c'est de savoir comment d'autres civilisations externaliseraient leur propre système. Et est-ce que ce système aurait des caractéristiques similaires aux nôtres? Donc en fait, en un sens, il faudrait dépasser une première barrière de codage. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je dirais qu'en tout cas que ce n'est pas impossible, que fondamentalement nous devrions pouvoir être capables, avec bien sûr des efforts déployés et en coopérant, je crois vraiment que nous pourrions communiquer s'il y a un désir des deux côtés de communiquer. Donc en coopérant, en collaborant, je suis sûre que nous pourrions trouver un moyen de communiquer. Moi, en tout cas, je suis assez optimiste sur ce plan-là. On se demandait aussi avec nos collègues qui décide, qui confirme ou qui valide tous ces envois de messages à destination des extraterrestres. Est-ce qu'il y a une réflexion? Vous parlez de se mettre d'accord, là vous parlez d'une collaboration avec ceux avec qui on voudrait parler, celles et ceux avec qui on voudrait parler, les extraterrestres, mais une réflexion internationale commune, on en est où sur Terre de cette réflexion-là? Florence peut-être ou Doug, je ne sais pas. Sur la réflexion plus mondiale, je ne sais pas si c'est faisable, même c'est le problème un peu. Doug pourra aussi répondre, parce que je pense qu'il a un point de vue qui est peut-être plus international que moi sur la question. C'est vrai que pour se mettre d'accord sur un message, c'est ça, c'est difficile et jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment été fait. C'est-à-dire que ce sont plutôt des groupes de personnes qui réfléchissent à des messages, bon, pas de manière, je dirais, très concertée et puis avec des gens très spécialisés. Donc c'est fait dans les règles de l'art. Mais enfin, un consensus mondial qui serait effectivement le cas idéal, je pense que c'est très difficile à atteindre. Maintenant, j'aimerais avoir l'opinion moi-même des autres sur ce sujet. Je n'ai pas non plus. Et puis, on a des spécialistes ici. Ce que je voulais dire quand même là-dessus, c'est que dans les années 60, il est vrai que les efforts pour détecter des signaux radio dans un premier temps ont commencé aux États-Unis par Drake et d'autres comme lui. Et il y avait des gens qui sont passés derrière, qui ont popularisé très bien cette idée, comme Carl Sagan, que Florence a mentionné. En Union soviétique, à cette époque, il y avait aussi beaucoup de réflexions sur la communication avec les extraterrestres. Et beaucoup plus que les Américains, les Soviétiques mettaient l'accent sur justement cette notion de langage. Quel langage, etc. Et c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus sceptiques, c'est-à-dire avant même de chercher, de mettre au point des instruments ou des méthodes de détection, ils se demandaient comment faire. Et il s'avère que j'ai lu un doctorat il y a une vingtaine d'années d'un type, un Américain, qui a parlé de ces choses-là. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient faites à cette époque-là à l'Union soviétique étaient inconnues de l'autre côté du mur. Maintenant, les murs n'existent pas, mais j'ai l'impression qu'on est toujours beaucoup plus intéressé par les moyens de communication que par le langage. Ce qui est intéressant aussi, que là-dessus, la science-fiction est passée derrière quand même, enfin derrière ou devant, ça dépend. Et il y a des cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, le rencontre troisième type, où le langage des extraterrestres, c'était la musique. Voilà, ce qui n'est pas évident non plus. Pourquoi ils auraient des musiques que nous, on comprendrait. Mais voilà, Spielberg
sélectionné, a choisi ce mode de communication qui n'est pas plus probable qu'un autre mode de communication. Mais tout ça pour dire qu'on est dans le noir et il faut aussi des efforts des linguistes, justement. Est-ce que je peux poser une question à notre collègue qui a parlé en dernier? Quand vous dites que les extraterrestres devraient avoir un langage qui, sur certains points, devrait rassembler au nôtre, c'est-à-dire pas seulement un langage terrestre, comme vous avez dit, mais un langage universel. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous avez en tête et sur quelle notion, quand même, on pourrait... Parce que, selon moi, notre langage terrestre a été façonné par les conditions sur notre planète, les conditions physiques. Nos ancêtres étaient des chasseurs un peu partout dans le monde. Ils faisaient des choses similaires, même sur des endroits différents du monde. Et ça a contribué à forger un langage qui... Les chasseurs, les gibiers, voilà, tout ça, c'est... Et donc, quels sont les... Mais ces extraterrestres-là ne sont pas obligés d'être passés par là. Donc, qu'est-ce qui devrait être commun entre nous? C'est ça. Est-ce que vous pouvez spécifier ça, s'il vous plaît? Ah, là, on ne vous entend pas. Pardon. Can you hear me now? Yes. Oui, on vous entend. Alors, les caractéristiques, eh bien peut-être la nature du système combinatoire, la manière dont les signes se combinent les uns avec les autres et dont ils peuvent être interprétés. Donc en fait, c'est un niveau très abstrait, si vous voulez. C'est un peu les premières bases d'une langue. Et en tout cas, nous n'avons pas vu notre système se développer chez aucune autre espèce sur Terre. Donc, à une certaine étape de développement de Homo sapiens, en fait, il y a peut-être eu un développement des circuits cérébraux qui a fait que ce système de combinaison des signes s'est mis en place. Et en fait, nous sommes capables de combiner les éléments de telle sorte à ce que ceux-ci puissent être interprétés. Donc voilà, sur le plan fondamental. Mais en fait, nous ne savons pas, pour ce qui est des espèces qui sont sur d'autres planètes, donc des civilisations qui auraient déjà, qui seraient déjà parvenues à un certain niveau d'évolution. En effet, nous ne savons pas si ces systèmes-là se seraient mis en place. Intervenir pour répondre à... Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Donc, peut-être que je peux intervenir pour répondre à une série de questions qui ont déjà été posées et qui permettra justement de rebondir sur certaines idées qui ont été formulées. Déjà, sur la question de savoir si une vie extraterrestre existe, donc comme plusieurs parmi nous aujourd'hui, évidemment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en tant qu'anthropologue, je pense que s'il y a une possibilité, ça prouve que déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'existence. C'est-à-dire que les humains, depuis très longtemps et dans toutes les sociétés, n'agissent pas simplement en fonction de ce qui est avéré, mais aussi en fonction de ce qui est possible. Ils ont établi toute une série, en particulier dans le domaine des religions, toute une série d'interactions avec des êtres invisibles, au statut incertain. Et donc, les anthropologues ont appris à étudier cette dimension de rapport à l'invisible, de rapport à l'incertitude. Et donc, dans la perspective qui est la mienne, la question de la vie extraterrestre, en fait, est une question que j'étudie en restant sur Terre, en portant le regard sur les humains, en portant le regard sur la façon dont les humains conçoivent la vie, en regardant aussi la façon dont les humains conçoivent l'altérité. Et l'anthropologie est une science humaine, mais qui parvient à des résultats tout aussi intéressants que les sciences de la nature, puisque c'est une science des comparaisons et qui permet en fait de mieux connaître la façon dont les humains à la fois cherchent à comprendre la vie et aussi cherchent à comprendre ce qui est différent d'eux-mêmes. Et donc c'est un petit peu dans cette piste, je pense qu'on peut aussi apporter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées tout à l'heure, c'est-à-dire que
toutes les sociétés humaines ont eu à se définir dans un certain rapport à l'altérité. Il y a des sociétés dans lesquelles, en fait, les humains qui étaient de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la vallée, étaient considérés comme des humains d'un autre type. Et donc, grâce à l'anthropologie, on peut comprendre que la façon dont les humains cherchent à connaître ce qui n'est pas comme eux, eh bien, repose sur un certain nombre de cadres mentaux, de cadres culturels qu'il est pertinent d'étudier. Et c'est en particulier le cas pour ce qui concerne la notion de vie. C'est pour ça que je développe avec l'équipe Anthropologie de la vie un projet comparatiste pour étudier les conceptions de la vie. C'est que la notion de vie n'a pas été inchangée au cours de l'histoire ou selon les sociétés. Et en fait, c'est un concept qui s'est élaboré progressivement, qui a recouvert des faits extrêmement divers d'une façon très diversifiée. Et tant et si bien que pour arriver à ce qu'au XXe siècle, la science contemporaine considère que les humains sont autant des êtres en vie que, par exemple, des microbes ou des végétaux, il a fallu tout un travail d'objectivation qui nous a permis à la fois de voir ce qui est en nous similaire à autrui et de comprendre ce qu'il y a de similaire chez des êtres humains ce qui est similaire en tant qu'être vivant chez les êtres non humains. Et donc tout ce travail-là, je dirais, d'élaboration, montre qu'il faut se défaire en quelque sorte et puis même être un peu sceptique sur nos représentations les plus évidentes à la fois de la vie comme un phénomène biologique, c'est-à-dire que la définition n'a cessé d'évoluer au cours du temps. Elle est devenue de plus en plus inclusive. Et donc, si vous demandiez à un moment donné, et dans certaines sociétés, où s'arrêtaient les limites du vivant, vous n'auriez pas les mêmes définitions que celles qu'on a actuellement. Et cette question n'est pas simplement une question biologique, puisqu'elle renvoie aussi à la question de la vie sociale. Et en fait, les sociétés humaines ont eu aussi à réfléchir à la façon dont il y a différents modes de vie, différentes manières de s'organiser collectivement pour vivre en commun. Et c'est ça que l'anthropologie apprend à analyser en observant les sociétés humaines sur Terre. Et alors c'est important parce que c'est justement cette réflexivité sur nos cadres mentaux, sur nos catégories culturelles, sur un rapport socio-technique à la fois à la vie, mais aussi à l'altérité. C'est à partir de ces réflexivités qu'on peut aussi envisager toutes les représentations, toutes les élaborations concernant une vie extraterrestre comme quelque chose qui émane aussi d'une société dans laquelle nous sommes plongés actuellement et qui a des cadres, en fait, qu'on peut décrire, qu'on peut analyser, qu'on peut éventuellement critiquer. Et sans vouloir trop rentrer en détail, je mentionnerai 2 ou 3 points qui semblent, à mon avis, très important d'avoir à l'esprit lorsqu'on parle de vie extraterrestre. Déjà, il faut absolument éviter de confondre la vie et l'intelligence. Pour ce qui est de l'axe strictement biologique, on sait bien que l'intelligence est une forme d'évolution de la vie, qui peut prendre d'ailleurs, l'évolution des systèmes vivants peut prendre des directions très diverses. Donc, il faut évidemment, la science-fiction et le cinéma nous a habitués, dans beaucoup de films, à nous trouver plongés en quelque sorte dans la rencontre d'êtres vivants qui sont aussi, de fait, des êtres intelligents. Mais il n'y a rien de nécessaire à ce que la vie conduise à l'intelligence. Et les scientifiques qui sont présents ici seraient les premiers à dire qu'on serait très très heureux de trouver des traces de vie, même sans intelligence. Ça changerait suffisamment nos cadres pour être très important pour l'histoire de la pensée. Et alors sur un autre axe, pour terminer sur cette question-là, la question de l'évolution doit aussi être envisagée en termes historiques. Et là, il faut se défaire d'une approche évolutionniste qui a quand même beaucoup marqué l'histoire de la pensée et qui marque encore beaucoup de représentations spontanées.
Et il y a des représentations de l'humanité qui envisagent en quelque sorte la période de données, qui est la nôtre, comme étant le fruit d'une sorte de progression, d'évolution positive, avec un perfectionnement des techniques. Or, c'est une idée fausse, puisque les techniques dont il a été question aujourd'hui sont totalement contingentes, je dirais, en tant que phénomènes qui ont existé à un moment sur la planète, mais qui auraient pu ne pas exister. Et donc, il faut être très, très précautionneux au moment d'universaliser vraiment au sens de l'étendre à l'univers, de dire que le développement socio-technique que les humains ont connu et les progrès techniques qu'ils ont connus au XXe siècle, d'imaginer que ça pourrait être un canon pour envisager des évolutions, pas simplement biologiques, mais aussi je dirais, technosocial, il faut se méfier justement de ne pas projeter ce qui est notre environnement, notre histoire, et d'imaginer que ça pourrait donner en quelque sorte le canon pour analyser la totalité des phénomènes qu'on rencontrerait. Le danger possède un nom qui est forgé par les anthropologues, c'est l'ethnocentrisme, ou l'anthropocentrisme aussi, qui consisterait à essayer d'envisager la question de la vie extraterrestre uniquement à partir de notre perception très bornée, très sociale, très liée à un contexte socio-technique qui serait celui d'Occident contemporain. Et si on va dans cette direction-là, on pourrait considérer qu'une société qui n'aurait pas d'ondes radio n'aurait pas atteint un même degré de civilisation que la nôtre. Or, c'est des choses qu'on peut, du point de vue de l'anthropologie, discuter et qui ont été discutées. Voilà, c'est un premier ensemble de petits points que je voulais mentionner pour rappeler en fait l'apport des sciences sociales qui est de se concentrer en fait sur les instruments, pas simplement techniques qu'on utilise pour mesurer, mais sur les instruments conceptuels qui sont nos moyens de saisir le monde, de l'interpréter, de le percevoir. Et ces instruments, en fait, on est tellement plongé dedans qu'il faut tout un travail de réflexivité pour comprendre à la fois leur utilité, mais aussi leurs limites, et pouvoir essayer de penser parfois d'une façon qui n'est pas simplement celle de notre temps et celle d'un niveau socio-technique. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais d'insister sur les technosignatures, parce qu'effectivement, toute cette recherche SETI, donc d'intelligence entre guillemets extraterrestre, ça sous-entend un niveau technologique élevé qui n'est pas nécessairement celui qui est atteint par une civilisation même avancée sur une autre planète. Donc voilà, on exclut d'emblée toute avancée vers une civilisation qui n'aurait pas pour but la technologie, en gros. Même en l'utilisant d'ailleurs, mais qui ne la développerait pas nécessairement comme on le fait nous. Donc forcément, oui, on fait un peu d'anthropocentrisme, clairement, bien sûr, malheureusement. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est-à-dire, avec les moyens techniques que l'on a, qu'est-ce qu'on peut chercher si on ne cherche pas des signaux technologiques, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question. D'où vous souhaitiez intervenir? C'était vraiment très intéressant ce qui a été dit sur le lien entre les sciences physiques et sociales. Moi, je trouve ça très difficile de considérer qu'il y a encore une fracture intellectuelle alors qu'il faut qu'il y ait un dialogue bien réel pour que nous puissions être productifs. Et Pitrou, vous avez vraiment dit des choses intéressantes sur aussi notre compréhension de l'évolution et sur notre vision technoscientifique du monde. Je crois en fait que c'est une vision différente de celle de différents scientifiques qui diraient oui, les mathématiques c'est la base pour toute civilisation qui va créer des signaux radio, donc il faut partir des mathématiques. Mais en fait c'est vrai, je crois que nous devons réfléchir de la façon suivante. Avec quels outils pouvons-nous entrer en communication ? On peut imaginer des créatures qui seraient telles des dauphins intelligents, mais en fait, si ces créatures n'ont pas bâti de radiotélescope, on ne pourra jamais rentrer en contact avec elles. Alors, que pouvons-nous imaginer en nous fondant sur ces technologies similaires? Nicolas, vous avez parlé des soviétiques dans les années 70. Vous avez dit qu'ils avaient une meilleure compréhension
si vous voulez, de tout ce qui est cognition. Et en fait, je crois que la question que nous pouvons nous poser, et c'est une question pour les astronomes et les ingénieurs, comment est-ce que nous pouvons utiliser, comment nous pouvons communiquer? C'est vrai que des philosophes pourraient nous critiquer, mais nous devons bâtir des outils pour communiquer. Et d'un point de vue pratique, on pourrait dire, oui, peut-être qu'il n'y a pas de mathématiques universelles de base, mais d'ailleurs, Ian a parlé en fait des fonctions linguistiques de combination. Par exemple, les extraterrestres émettent, voilà, ou 1 + 1 = 2. Il y a donc cette combinaison. Alors peut-être qu'on peut partir de cette base. Et Yann, d'ailleurs, je crois que vous ne vous attendez pas à ce que les extraterrestres parlent français, n'est-ce pas? Mais peut-être plutôt à ce qu'il puisse y avoir des unités de base, une grammaire de base qui pourrait se ressembler. Donc, communiquer nos notions de mathématiques ou de physique, ça peut être intéressant aussi. On est tout à fait d'accord sur je dirais la nécessité de forger des hypothèses, de les tester. Et mon point était juste de souligner une continuité dans l'objectivation qui est proposée par les sciences de la nature, qui cherchent en fait à trouver les points communs, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, entre des phénomènes, et l'objectivation qui est produite par les sciences humaines et sociales, qui elle aussi cherche en fait à comprendre en fait des mécanismes communs dans la façon de penser l'altérité et de concevoir la vie. Donc de ce point de vue, on est tout à fait d'accord. Mais on peut aussi, si on approfondit cette idée de réflexivité, mon point est surtout de maintenir en fait la dynamique de la comparaison qui finalement est très fructueuse lorsqu'elle ne vise pas simplement à comprendre l'autre à partir de nous, mais lorsqu'elle nous permet aussi de mieux nous comprendre, nous, sur Terre, à partir d'un point de vue extérieur. Et là, il y a une dynamique qui est à la fois une dynamique des sciences de la nature et des sciences sociales. Vous savez que l'hypothèse Gaïa, enfin je le dis pas pour vous, mais pour le public, l'idée que la Terre est une sorte d'unité, peut-être un être vivant, est une conception qui a été élaborée à partir du moment où on a pensé à observer d'autres planètes. Et donc, il y a un effet de feedback sur notre propre planète qui participe en fait à l'élaboration. De la même façon, la découverte sur Terre de lieux, d'espaces dans lesquels on a vu des formes de vie qu'on pensait ne pas pouvoir vivre dans certaines conditions, oblige à la fois à repenser la possibilité d'une vie dans l'espace, mais aussi la vie sur Terre. Et donc, c'est cette dialectique, je dirais, cette dynamique entre la compréhension des phénomènes terrestres et des phénomènes humains, et l'observation des phénomènes extraterrestres et non humains. C'est cette dynamique, à mon avis, qu'il est intéressant de promouvoir. Alors, pour laisser là un petit peu de place aux questions du public, je voulais vous poser encore 2 petites questions. Je voulais que vous nous éclairiez sur, à l'inverse, les messages reçus. Alors, message, je mets un petit peu un gros mot là-dessus, mais les signaux qu'on a pu recevoir. Quand on reçoit un signal, ou quand on a la sensation de recevoir un signal, quel est le protocole, peut-être Florence, ou historiquement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Les signaux reçus sont systématiquement vérifiés par la communauté scientifique. Alors, il est vrai qu'il y a un protocole effectivement qui a été émis en 1989 dans le cadre du comité SETI de l'Académie internationale d'astronautique. Et bon, il y a un protocole assez lourd avec 9 points. Mais enfin, en gros, c'est d'abord bien vérifié auprès de la communauté scientifique. C'est vraiment le noyau dur, je dirais, d'une première découverte avec les analyses et puis mettre ça, je dirais, en communauté. Enfin, vraiment que ça ne reste pas une découverte dans un petit coin. Il faut vraiment que la communauté scientifique s'empare de ça pour pouvoir vérifier les données, etc. Alors après, il y a tout un protocole qui passe par différentes instances. Bon, ceci dit, je ne sais pas si ce protocole, il a toujours cours, parce qu'il a été émis en 1989, ça fait quand même un petit moment maintenant. Donc, je ne sais pas trop si c'est vraiment... je pense que chaque année, effectivement, l'Académie internationale d'astronautique fait
remet des membres pour que ce soit toujours vivant, entre guillemets, et qu'au cas où il y a un signal, on se rebase sur ce protocole. Mais voilà. Il est clair que ce ne serait pas une découverte comme ça en 5 minutes. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça repasse par une communauté scientifique, dans la mesure d'ailleurs où ce signal pourrait être enregistré, voire répété. Enfin, ça implique quand même des conditions bien particulières, hein. Et après, oui, diffuser de manière plus large, mais vraiment en fin de course. Donc vraiment, c'est la communauté scientifique qui est au centre, au cœur de tout ça, dans la mesure où on a des données suffisantes. Maintenant, s'il y a un doute, ne serait-ce qu'un seul, non, je dirais. Et là, jusqu'à présent, justement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des fausses alertes, pas mal, et aucun, pour l'instant, signal n'a été interprété comme tel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que jusqu'à présent, on ait détecté un signal intelligent extraterrestre. Il y a des petits doutes encore sur des petites choses. Bon, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux parler de certains exemples, mais... C'est tellement petit. Voilà. Merci. Comme je tiens vraiment à laisser la place à vos questions, même s'il m'en reste encore quelques-unes, je voulais que vous nous donniez peut-être un message que vous souhaiteriez envoyer si vous aviez ni les contraintes physiques, scientifiques, ni de contraintes sociologiques, ou un message que vous souhaiteriez recevoir. À votre préférence, peut-être chacun peut s'exprimer sur cette question. Mais on parle de messages courts ou longs, déjà? Allez-y, je voulais le choix. Bon, on peut prendre les deux extrémités. Le message, est-ce que vous existez? Oui, si on répond oui, on existe, ce serait déjà énorme. Mais la deuxième question, ce serait envoyez-nous votre encyclopédie. Voilà, en gros, ce serait ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, ça avait été l'idée qui avait été émise d'ailleurs par Jean Edman à l'époque, c'était d'envoyer l'encyclopédie carrément pour donner un exemple de tout ce qu'on peut savoir. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément donner quelque chose d'aussi large. Peut-être que quelques exemples emblématiques de ce qui se passe sur Terre, et pas seulement au niveau de l'être humain, hein, tout ce qu'il y a sur Terre. Hein. Il faudrait surtout ne pas leur envoyer la manière de construire des bombes atomiques, par exemple. Voilà. Et notre gestion du Covid, on réfléchira. Est-ce que vous voulez nous donner aussi votre point de vue en ligne? Yann, peut-être. Au secours. Douglas? Alors, lorsqu'on réfléchit au message qu'on veut envoyer, on pense souvent à la meilleure manière de nous présenter. Vous avez dit que vous ne vouliez pas qu'on envoie les instructions pour créer une bombe atomique. Dans l'enregistrement Voyager qui a été évoqué cet après-midi, il y avait une décision intentionnelle, à savoir ne pas envoyer de messages sur ce que nous considérons comme nos problèmes ou nos échecs, pas par exemple d'informations sur la pauvreté. En fait, si vous voulez présenter la meilleure image de nous-mêmes. Mais en fait, je crois qu'on devrait être honnête sur ce qu'on veut dire de nous. En fait, peut-être qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui serait utile de savoir pour une civilisation extraterrestre. Je crois que pour moi, le plus important, et Lisa d'ailleurs, vous l'avez dit, peut-être que cette civilisation existe depuis bien plus longtemps que nous, en fait. Et nous avons les technologies radio depuis un siècle à peine. Mais peut-être d'ailleurs, en fait, que à 100 ans, les 100 ans de technologie radio qui sont les nôtres et celles d'une civilisation extraterrestre ne vont peut-être pas coïncider, en fait. Et donc peut-être qu'on aurait un symptôme d'infériorité cosmique. Mais moi, je crois que ce qu'on pourrait leur faire savoir, c'est leur dire ce que c'est d'être vulnérable, en fait. Être honnête sur ce que nous ne savons pas et être honnête sur nos insécurités. Pierrick Pitreau. Alors, comme ça a été un peu évoqué il y a un instant, je pense que les messages qu'on s'est envoyés il y a 30 ans, c'était le cas d'images de terriens avec des saluts, des salutations aux enfants enregistrés dans plusieurs langues. Ça s'est envoyé il y a quelques décennies. Le fait que ce message, on ne le ferait plus du tout de la même façon actuellement, moi, m'invite à
suggéré que ce serait très pertinent de tourner 9 fois ou 7 fois notre langue dans notre bouche avant de bien formuler un message et de voir en fait qu'en pensant à ce message, nous apprenons quelque chose sur ce que nous sommes collectivement. Donc ça serait un petit peu cette réflexivité que je pense assez salutaire en fait, puisqu'elle pose des questions à la fois épistémologiques, mais qui sont aussi des questions politiques en fait. Donc en se demandant le message qu'on veut envoyer, on se demande aussi qui est le nous qui enverrait ce message. Et je pense que là, la question est loin d'être tranchée. Donc si la possibilité d'une existence extraterrestre nous sert de levier pour penser justement ce nous à l'échelle de la planète, je pense que ça peut être un bon usage, même s'il n'y a pas de destinataire du message. Donc déjà, ça aurait cette vertu pour nous-mêmes. Merci beaucoup. On va prendre vos questions dans le public si vous en avez. Sans doute des tas de questions complexes. Ou des messages, hein, j'ai oublié de préciser, mais nos collègues médiatrices et médiateurs attendent aussi des messages à envoyer sur le site Mural. N'hésitez pas à rejoindre le lien aussi. Bonjour, vous m'entendez ? Donc ma question, c'est donc alors que les scientifiques donc s'affairent à continuer ces recherches sur la vie en dehors du système solaire, donc le public est intéressé, il y a un intérêt croissant envers ces questions, on le voit, que ce soit dans la presse, dans les journaux, ou même sur Internet en général. Mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a un autre aspect qui intéresse fortement le public, qui nourrit parfois des théories, même des fantasmes, c'est sur la vie extraterrestre, c'est bien sûr, c'est peut-être pseudo-scientifique, mais c'est forcément les objets volants non identifiés. Et en plus, c'est en plein dans l'actualité avec justement le rapport du département de la défense américain sur justement les objets volants non identifiés, et le fait que ce soit pris au sérieux, même si ça ne montre pas du tout que c'est extraterrestre. Donc, j'aimerais avoir votre avis déjà sur ce regain d'intérêt envers les ovnis et peut-être les opportunités que ça peut soulever juste sur tout le sujet en général et aussi sur le reste des recherches, que ce soit dans les sciences naturelles ou sociales sur la vie extraterrestre. Voilà. Oui. Ah oui, bien sûr, ma question est adressée. Et bien sûr, ma question s'adresse à toutes les personnes présentes. Ah, pardon. Je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu. En tout cas, oui, je vois très bien de quoi vous parlez. Donc, le récent rapport du ministère de la Défense des États-Unis, il est clair quand même, il parle clairement qu'il s'agit de choses qui les intéressent, pas pour la recherche dans l'espace, surtout pour le risque éventuel pour la sécurité des États-Unis. Alors, de quoi pourrait venir ce risque? C'est justement du fait qu'il y a pas des objets volants, il l'appelle autrement maintenant. En tout cas, c'est des phénomènes non identifiés dans le ciel. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, et je partage tout à fait cet avis, dans beaucoup de cas, c'est des phénomènes qui ont été identifiés, c'est le phénomène astronomique, le passage de Vénus parfois, ou un ballon stratosphérique qu'on voit, d'accord. Mais dans les cas où c'est complètement non identifié, ce qu'ils craignent surtout, c'est des engins militaires des puissances extérieures. Dans les temps, parce que c'est pas nouveau ça, dans les temps c'était pareil, il y avait d'autres rapports, dans les années 50, 60, il y avait des rapports officiels sur des objets volants identifiés aux États-Unis, et à nouveau, l'explication entre guillemets la plus plausible semblait être soit un vol, parce que j'ai lu aussi cette explication dans le temps, il y a des décennies déjà, des essais des appareils militaires, mais top secrets à l'époque, qui étaient vus un peu partout aux États-Unis ou à divers endroits, et les Américains ne voulaient pas dire que oui, on a fait un essai. Et on laissait planer les doutes, justement,
pour ne pas révéler qu'ils faisaient des essais de top secret. Maintenant, je pense que ce n'est pas leurs propres essais, probablement. Il y a plus de transparence là-dessus, parce qu'il n'y a pas la guerre froide. Mais ils craignent toujours ce qu'ils pourraient faire des puissances comme la Russie. L'Union soviétique, c'était dans le temps. Mais aujourd'hui, ils parlent aussi clairement de la Chine, qui a développé énormément sa technologie durant ces 10-20 dernières années. Ils ont les ordinateurs, les superordinateurs les plus puissants au monde. Ils ont plein d'autres choses. Ils ont fait atterrir un appareil sur le pôle lunaire, ce que les Américains et les Russes ne sont jamais parvenus à faire. Donc, ils se développent de manière exponentielle. Et sans doute, ils ont des capacités à faire des choses sur le plan militaire aussi. Donc, à mon avis, ce que ça pourrait représenter, ce serait ce genre de choses plutôt que des extraterrestres, parce que là, on entend parler depuis plus de 60 ans maintenant. Le premier rapport, c'était à 47. Moi, je ne trouverais pas d'explication plausible qu'il y a des extraterrestres autour de nous qui, depuis 70 ans, s'amusent voilà, à se manifester, ne se cacher, ne rien faire. Peut-être qu'ils nous observent, mais pour nous observer, ils auraient pu installer des caméras, pas des machins gros qu'on verrait. Donc, ce serait plutôt dans cette direction-là qu'il faudrait chercher. Mais je ne peux pas témoigner devant un tribunal que c'est la réponse. Hein. Je ne suis pas sûr. Voilà. Plus le fait qu'en fait, il y a un regain d'intérêt, je ne suis pas sûre, enfin peut-être du côté américain, oui, avec ce que tu viens d'évoquer. Mais en tout cas, le CNES est quand même une des rares structures à avoir mis en place il y a plusieurs années un groupe de scientifiques experts qui s'intéressent aux... Alors, ils n'appellent pas ça OVNI, parce que tout de suite, la connotation OVNI n'est pas très bien perçue, on va dire. Mais phénomènes aérospatiaux non identifiés, enfin des phénomènes aérospatiaux qui sont troublants, mais la plupart, comme vient de le dire Nicolas, sont quand même répertoriés dans des cas soit atmosphériques, soit des cas, je dirais, purement humains. Donc ça fait partie d'un énorme pourcentage, et il y a quand même donc quelque chose de spécifique qui existe au CNES et qui travaille là-dessus. Et je dirais, si je puis me permettre, que c'est quand même un domaine qui est à part. Moi, personnellement, bon, comme d'autres chercheurs qui travaillent sur SETI, j'ai remarqué que j'ai souvent des questions sur les ovnis, et malheureusement, je ne sais pas y répondre, parce que mon domaine de recherche, ça n'est pas ça. Et ce sont des spécialistes, je ne dénigre pas du tout, simplement, je pense que ce sont deux domaines où il y a des spécialistes très différents. Voilà, donc les personnes qui travaillent sur SETI sont des chercheurs qui travaillent sur l'exobiologie en général, c'est-à-dire la recherche de vie extraterrestre, qu'elle soit intelligente ou qu'elle soit de simples bactéries, enfin peu importe, la vie dans toutes ses formes. Et les personnes qui travaillent sur les phénomènes aérospatiaux qui peuvent poser des questions, ça peut tout à fait être le cas, ce sont d'autres personnes. Donc voilà, c'est pour dire que de mon point de vue, ce sont deux secteurs qui, bien qu'ils soient dans un champ de recherche qui se recoupe, ne font pas appel aux mêmes spécialistes. Voilà. Et il y a en fait des structures qui sont adaptées, en particulier au CNES, qui travaillent sur ces sujets-là, mais ça n'est pas mon cas particulièrement. Je rajouterais juste un petit point, mais alors c'est un petit peu pour décaler la réponse d'une façon à moitié ironique, mais qui reprend l'idée que j'évoquais tout à l'heure, à savoir concernant le fait que sur Terre, alors c'est pas qu'il y a des vies extraterrestres, mais en tout cas, il y a peut-être sur Terre des formes de vie autour desquelles il y a eu de l'incertitude, autour desquelles il y a encore de l'incertitude sur le fait que certains êtres sont vivants ou non vivants. Donc, pendant très longtemps, les végétaux ont été conçus comme des êtres vivants, mais pas de la même façon que les animaux. Après, il y avait certains organismes qui pouvaient être aussi, qui suscitaient en fait une hésitation sur le fait de savoir s'ils étaient vivants ou non vivants. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des hyperthermophiles qu'on a découverts dans certains fonds marins et qui ont aussi finalement redéfini la façon d'envisager les conditions permettant à la vie d'exister ou de ne pas exister sur Terre. Alors, il y a un anthropologue qui s'appelle Stefan Helmreich
qui justement propose de regarder les océans comme des zones en fait qui seraient aussi étrangères, aussi extraterrestres que les autres planètes. Donc ça peut être aussi cet exercice, je dirais, de réévaluation de ce qui nous semble évident comme caractéristique de la transition entre non-vivant et vivant, qui peut être un objet sur lequel réfléchir. Et l'actualité nous en donne une raison excellente, c'est les virus sont typiquement des objets qui continuent à susciter une certaine hésitation concernant le fait qu'on puisse les ranger ou non dans la catégorie vivant ou non vivant. Donc, plutôt que de chercher, je dirais, des extraterrestres qui arriveraient sur Terre, déjà, essayons de voir comment il y a des vies sur Terre qui sont peut-être des vies pas aussi standards ou standardisées qu'on l'imagine, mais qui sont peut-être des fragments de vie, une infravie, comme le dit Thomas Hims dans un excellent livre qui s'appelle justement L'infravie, avec cette idée que la vie, ce n'est pas simplement des organismes, mais ça peut être des éléments qui, en se combinant, vont créer de la vie. Et donc peut-être que sur Terre, on va découvrir qu'il y a une forme d'étrangeté. Et de fait, il y a une forme d'étrangeté et qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur notre planète. Et ce regard devient d'autant plus acéré qu'il se développe aussi d'une tentative pour comprendre la vie extraterrestre. Est-ce que je peux prendre juste 30 secondes pour continuer cette réponse? Et il est vrai, comme l'a dit Florence, que parfois, il ne faut pas s'imaginer que les scientifiques, ou même les astrophysiciens, ou les astronomes, sont le mieux placés à répondre à ce genre de questions. Je vous raconte mon expérience. Il y a quelques années, je vais participer à une émission radio, justement sur le sujet de la vie dans l'univers. Et à la fin de l'émission, le technicien du son, il vient me voir. C'est un type que je connaissais très bien depuis longtemps, c'était dans ma ville. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Parce que ma position, c'était que si ces ovnis-là, ça ne peut pas être des extraterrestres. Voilà, c'était ma position. Et il me dit, mais écoutez, l'année dernière, j'étais sur la place de mon village avec pas mal de copains. On ne consommait pas de l'alcool, je vous assure. Et il y a eu à un moment 4 lumières qui sont manifestées, qui sont venues, qui sont arrêtées juste au-dessus de nous. On les a tous vus. Il y avait d'autres gens qui étaient à la place, et après, à un moment, voilà, ils se sont déplacés à une vitesse extraordinaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise à cette personne? Ben, je n'ai aucune idée. Lui, il dit, il dit qu'il l'a vu de ses propres yeux, ou il croit qu'il l'a vu. Et je n'ai pas de raison de croire qu'il ment, ou voilà. Mais je ne sais pas quelle réponse donner dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce que c'était des Chinois? Ça m'étonnerait aussi. Voilà, que c'était des engins chinois. Donc, mais je ne sais pas. Voilà. The answer I would give is that I would love Oui, alors, moi j'adorerais les voir, ces ovnis. Moi je suis psychologue, donc je prends les gens très au sérieux et je crois que les personnes croient vraiment ce qu'elles voient quand il y a des rapports sur ces ovnis. Et c'est vrai qu'il y a différentes pratiques par différentes communautés. Et l'une des caractéristiques prises en compte pour ce qui est des signaux, c'est la répétition. Et donc pour ce qui est des phénomènes aérospatiaux mentionnés par le Pentagone, il y avait des phénomènes uniques enregistrés par un appareil, mais il n'y avait pas en fait la caractéristique dont nous avons besoin pour ce qui est de la SETI, à savoir la répétition. Et c'est une question que l'on se pose quand on envoie des messages. Certains messages envoyés ont été symboliques, mais en fait ces messages ne sont pas reproduisibles, donc le critère n'est pas satisfait. Et donc le message envoyé en 2017, qui est envoyé depuis l'Arctique, eh bien, nous l'avons répété plusieurs fois, justement, pour que les chercheurs sur l'étoile, en fait, pourraient entendre cette répétition et se confirmer entre eux qu'il y avait bien eu un signal. Et voilà pour ce que j'avais à dire sur les ovnis. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit au sujet des ovnis.
Je crois en fait que cela n'exclut pas la possibilité que nous soyons observés d'une manière beaucoup plus subtile. Peut-être que nous n'en serions pas du tout conscients. En fait, il suffirait d'une civilisation qui est à peine plus avancée que nous sur le plan technologique. Cette civilisation pourrait être bien au fait de notre existence et peut-être que nous n'en sommes pas conscients. Et vraiment, cette civilisation pourrait nous observer sans que nous en soyons conscients. Merci. And I would say, following up, Ian, that is Oui, en fait, c'est une explication d'ailleurs du fait que nous ne soyons pas encore en contact avec les extraterrestres. C'est l'hypothèse du zoo qui explique en fait pourquoi nous ne sommes pas en lien pour l'instant avec des extraterrestres. Et en fait, cette hypothèse est la suivante. C'est comme aller au zoo, on y voit des zèbres, on sait qu'ils y sont. Mais qu'est-ce qui se passerait en fait si un zèbre se tournait vers nous et commençait à écrire des nombres primaires sur la vitre? En fait, voilà, est-ce que ce serait un message suffisamment intéressant pour qu'on réponde? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité que la vie extraterrestre, même si elle était intelligente, ça pourrait être une autre forme d'intelligence que la nôtre, et donc ne pas se développer vers la technologie. Est-ce que vous avez des hypothèses concrètes, même en se basant sur des espèces terrestres ou autres, qui montreraient une forme d'intelligence, une espèce qui n'a pas besoin mais de communication à longue distance, qui ne s'est pas interrogé sur son monde qui l'entoure, donc qui n'a pas développé les technologies pour le comprendre, par exemple. Donc est-ce qu'on a un exemple concret d'une forme d'intelligence qui ne serait pas comme la nôtre? Je pense que c'est monsieur l'anthropologue qui peut répondre, oui. Alors, sur le point de vue strictement biologique, il y a un certain nombre d'organismes, que ce soit les champignons, mais même les animaux, les champignons, les végétaux, le blob dont on a beaucoup parlé, dont on découvre des capacités justement en termes de déplacement, alors je ne vais pas dire de prise de décision, mais en tout cas d'une forme d'apprentissage et d'interaction avec l'environnement. Donc, dans le monde en fait vivant, on découvre qu'il y a une grande diversité de modes de communication, de modes modes d'intelligence. Donc ça, c'est pour la question, mais bon, effectivement, il faudrait en parler plus précisément avec des biologistes et des écologues. Pour ce qui concerne la question de la technique, en fait, l'exemple, il est tout simplement de dire qu'il faut se défaire de l'idée qu'il y aurait eu un âge de pierre et que les humains auraient progressé jusqu'à des technologies plus sophistiquées. En fait, l'humanité, c'est ce que Lévi-Strauss avait très bien montré dans Race et Histoire. Les groupes humains ont développé des ensembles de techniques, des ensembles de systèmes symboliques qui peuvent être très sophistiqués dans un secteur et pas dans un autre. Et donc, concrètement, on peut avoir des systèmes de graphique ou des systèmes de parenté extrêmement compliqués, mais pas forcément un système, comme disait Lévi-Strauss, ce qu'a réussi à faire l'Occident, finalement, c'est à capter l'énergie et à la produire et à développer une civilisation autour d'un certain usage de l'énergie. Mais c'est une définition de la technique. Il y a d'autres définitions de technique qui peut consister à vivre dans des environnements qu'on pourrait juger inhospitaliers, etc. Donc c'est plutôt dans cette idée de se défaire d'une approche évolutionniste du fait technique et de dire en fait que dans les sociétés humaines, on observe des choix à un moment donné, des choix culturels qui font qu'on va plus ou moins utiliser ou valoriser certaines technologies et qu'il n'y a pas une supériorité morale à l'utilisation technologique qui a été rendue possible par la science contemporaine, qui elle-même finalement peut être aussi, n'empêche pas qu'il y ait des choix que les humains soient toujours en fait en situation de faire. Juste pour comprendre votre question, vous parlez de n'importe quelle forme de technologie ou de technologie permettant
la communication à des distances interstellaires. Parce que des distances interstellaires ne sont capables que depuis un siècle environ. Mais Platon ou Aristote, ils étaient très intelligents, mais ils ne pouvaient rien faire pour communiquer à longue distance. Et puis, sur Terre, déjà, d'autres, je ne sais pas si on peut les appeler civilisations technologiques, probablement pas, mais les aborigènes en Australie, pour autant que je sache, n'ont pas de forme de technologie pour communiquer à longue distance, même au sein de l'Australie. Oui, mais c'est pas localement. Mais c'est de la technologie, là, je suis d'accord, mais ce n'est pas de la technologie qui permet de communiquer à longue distance. C'est pour ça que je voulais comprendre. La question, ce n'est pas d'aborder le fait technologique à partir d'une simple tâche qui a émergé à un moment donné, qui est justement cette question de la communication. Donc, c'est simplement ouvrir la focale pour ne pas réduire le fait technologique à cette question qui est très historique, qui est l'idée d'envoyer un message. Ça émerge. C'est pour ça que les discussions qu'on peut avoir ici font beaucoup penser en fait à des discussions de scientifiques et théologiens au moment où les Européens ont découvert le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'il y a une façon de redéfinir ce qu'est l'altérité, quelles sont les formes vivantes qu'on va rencontrer, quels sont les types de sociétés qu'on va rencontrer. Et on peuple évidemment ces élaborations qui sont à la fois très conceptuelles et très rigoureuses, mais on les peuple aussi de ce avec quoi on a construit notre vision du monde, en fait. Et bon, je pense qu'il faut justement avoir un peu de distance critique pour éviter de mettre en avant la vision du monde qu'on a comme la seule façon de regarder le monde, précisément. Et je pense que... je vous assure que dans mon cas, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et les aborigènes existent bel et bien, et malgré tout le respect que j'ai pour eux, ils ne sont pas capables d'envoyer un signal à longue distance, sauf à pied. Pour autant que je sache. Ou si je vais l'attendre longtemps que l'autre vienne le voir, mais je ne vois pas d'autre moyen. Non, mais la question n'est pas celle-là. La question est de... C'est pour ça que j'ai voulu comprendre la question qu'il a posée. Oui, mais je pense que l'enjeu, c'est de ne pas imaginer que parce qu'on se fixe un problème technique qui est d'envoyer un message interstellaire, que ça vient définir la façon dont la technique a évolué sur Terre. Donc c'est là où il y a souvent un glissement qui consiste à imaginer qu'il y a eu un progrès qui a permis à la technologie d'arriver à un point où cela était possible. Bon, en fait, il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune valeur ajoutée au fait de pouvoir ou non communiquer. Donc ça fait partie de la condition humaine. Il y a des possibilités qui s'ouvrent, mais elles sont dans le fond très aléatoires, tout comme l'est l'évolution biologique. Donc il faut éviter de réécrire l'histoire à partir des questions qui nous préoccupent, et je ne vous cache pas que ces questions, elles sont fascinantes, donc c'est normal qu'elles nous retiennent l'attention de cette façon-là. Mais il ne faut pas que ça conduise à réécrire l'histoire et à mal comprendre ce qui fait la diversité humaine. On va peut-être prendre une question en ligne, si vous en avez une. Vérifier que le... Oui, bah, on peut faire dans un sens ou dans l'autre. J'ai vu, il y en avait une là, une là. Oui. Le temps qu'elle arrive. Bonjour. On parlait de rencontrer des anciennes civilisations. On a vu dans le passé que quand une civilisation plus avancée rencontrait une civilisation plus primaire, ça ne se passait pas forcément bien. Qu'est-ce qui se passerait chez nous si un jour on reçoit une réponse qui n'est pas forcément pacifique ? Qu'est-ce qu'il se passerait sur Terre si on recevait un message plutôt agressif de la part des extraterrestres, ou en tout cas pas pacifiste? C'est ce que citait la... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Mais quel genre de rendez-vous on vous tue ou quoi? On arrive, on démolit tout. Je ne sais pas, vous avez une proposition de message? Douglas? Alors, si nous recevons ce type de message, eh bien, nous prendrons une décision. Un message en soi, ce n'est pas dangereux.
Mais c'est vrai que c'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce que c'est dangereux d'émettre des signaux? Qu'est-ce qui se passerait si une civilisation plus avancée décide de venir sur Terre et de nous annihiler? Et en fait, on en a déjà parlé, si la SETI découvre un signal, eh bien, certains ne veulent pas qu'à l'inverse, on émette pour ne pas que nous soyons localisés. Cela étant dit, toute civilisation qui aurait la possibilité de voyager entre les étoiles, eh bien, aurait en fait des technologies qui vont déjà beaucoup plus loin que les technologies radio que nous avons depuis des décennies chez nous, en fait. Mais je dirais qu'en fait, que nous ne sommes pas exposés au risque en émettant des messages, parce que, encore une fois, toute civilisation qui serait en capacité de voyager aurait déjà la technologie radio depuis bien longtemps, et donc nous aurions déjà été repérés. Donc, si vous voulez, c'est un peu tester l'hypothèse du zoo dont je vous ai déjà parlé auparavant. Et nous voulons initier le contact. Mais en fait, s'il y a des extraterrestres qui sont en route, eh bien, dans les faits, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que leur civilisation est capable de procéder à un voyage interstellaire, et du coup c'est une civilisation beaucoup plus avancée. Et donc moi je dirais qu'il faut engager la discussion, leur dire que nous sommes capables de discuter, que nous sommes de bons communicants. En tout cas, à mon avis, c'est ce chemin qu'il faut choisir s'ils sont déjà en route. Là, ce qui a été bien remarqué, c'est... En fait, je voudrais dire que les Aztèques n'ont pas envoyé de message en Espagne, et que l'Espagne est quand même venu chez eux, et cette rencontre ne s'est pas bien passée. Oui, non, ce qui est en tout cas évident, c'est que c'est une préoccupation qui transparaît dans toute la mythologie contemporaine, qui est celle des cinémas de science-fiction. Il y a aussi un fait historique qui est celui de rencontres parfois qui peuvent être effectivement très destructrices pour certaines cultures. Alors, ce qui est notable dans le cas de l'arrivée des Espagnols en Nouvelle-Espagne, enfin en Mésoamérique, c'est que c'est pas la volonté de détruire explicite dans un acte de guerre qui a fait le plus de morts, c'est le choc microbien qui a tué des dizaines de millions d'Amérindiens. Donc c'est aussi une dimension intéressante de voir que en fait, à nouveau, on voit que la vie est une question à la fois biologique et sociale, c'est-à-dire que la guerre est la forme en quelque sorte sociologique du choc entre des organismes, mais sans qu'il y ait de la guerre, le simple fait de mettre en contact des organismes, et en particulier des microbes qui venaient d'Europe, a conduit à une déflagration sans précédent au niveau démographique des populations amérindiennes. C'est la guerre des mondes. Comment ? C'est la guerre des mondes de Wells. C'est pareil. Oui, alors voilà. C'est sûr que c'est une préoccupation, c'est une, comment dire, c'est une sorte aussi, on pourrait dire, d'ambivalence, d'un désir de voir les autres, un peu comme l'exprime Douglas Vakosh, on aimerait bien quand même savoir s'ils sont là ou pas, mais en même temps, avec une sorte de peur que ça puisse... Et puis dans la guerre de monde, il y a quand même une sorte de happy end, avec cette idée que, dans le fond... on peut réussir à les battre sur d'autres... en tout cas, ça peut se révéler moins dramatique qu'il n'y paraît au départ. Donc là, on voit bien que c'est l'imagination qui, en fait, explore les possibles. Et je pense que c'est aussi une des vertus de l'anthropologie et des sciences sociales en général, qui est d'explorer le champ des possibles d'une façon systématique en analysant les contenus culturels comme, en fait, des hypothèses assez rigoureuses qui complètent en fait les hypothèses des scientifiques et qui participent en fait à une exploration du monde qui, avant d'être l'exploration effective du monde, est l'exploration des possibilités. Et je pense que c'est complémentaire en fait à l'approche strictement de l'astrobiologie. On va prendre la dernière question en salle. Je sais que ça va être un peu frustrant, mais merci. Non, alors effectivement, je pense que par rapport à la question qui a été posée avant, la science-fiction est probablement effectivement ce qui permet le mieux de s'interroger sur ces phénomènes, ou sur ces possibilités en tout cas. Liu Cixin justement a fait une trilogie qui s'appelle La forêt sombre, où justement il évoque ce danger de la communication, c'est-à-dire rentrer en communication, ça peut être un danger absolu, et
pour le coup, l'idée, ça serait que la plupart des civilisations qui ont atteint un certain niveau technologique, donc technologique au sens où on peut effectivement communiquer à des grandes distances, ne le font pas parce qu'il y a trop de risques de tomber sur justement des extraterrestres qui ne sont pas vraiment sympathiques. Donc il y a effectivement déjà cette idée-là. Puis il y a une autre science-fiction qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est Star Trek avec la première directive qui implique que effectivement on rentre pas en communication et Douglas Volkov, c'est ça, Vakov, je sais pas comment, expliquait très bien que si on rentre en communication avec des civilisations, ça sera nécessairement des civilisations qui seront plutôt plus avancées que nous, beaucoup plus avancées que nous, parce que ça fera beaucoup plus longtemps qu'elles ont effectivement acquis la possibilité d'avoir des signaux de ce type. Et oui, dans ce cadre-là, ces civilisations, elles ont très peu d'intérêt, à mon avis, et c'est le principe dans Star Trek, à rentrer en communication avec des civilisations qui sont très en arrière technologiquement et avec qui il y aura très probablement l'idée que rentrer en communication avec ces civilisations, c'est probablement si ce n'est les dénaturer, peut-être en tout cas se soumettre à des demandes d'apport technologique, en l'occurrence, de soins, etc., qui serait pour eux quelque chose de problématique, puisque ils interviendraient dans le développement naturel d'une espèce, en fait. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez effectivement important à prendre en compte dans le fait de communiquer ou pas avec... Peut-être une réaction très courte, Pierrick, parce qu'on va être très en retard sur le planning, je suis désolée. Allez-y. D'accord, bah alors, très rapidement, non, quand vous dites civilisation plus avancée, d'autres en arrière, je pense qu'il faut se méfier de l'idée qu'il y aurait un critère pour évaluer des civilisations plus en avance que d'autres. En fait, il y a une multiplicité de critères qui permet de comparer les sociétés humaines. Et donc, la possibilité de se déplacer ou de communiquer, c'est un critère parmi d'autres. Donc, il ne faut pas lui donner plus de valeur qu'il n'en a en réalité. Je vous remercie beaucoup tous les 5 pour votre participation et vos témoignages et merci pour vos questions. On vous laisse avec quelques images du planétarium, les dernières de la journée, et puis on regarde la conclusion de la journée avec mes collègues sur les messages qui nous ont été envoyés en ligne. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Waouh, ça envoie. Enfin, remarque, avec 10 projecteurs laser qui envoient des films en 8K, bah, c'est normal que le résultat soit incroyable. Là, tu vois, avec un ciel pareil, moi, ça me donne envie d'être romantique. Tu sais, c'est marrant que tu dises ça. Parce que Roméo et Juliette, en personne, se sont offerts des fauteuils en parrainage dans ce planétarium. Non. Si, regarde sous ton coude. Waouh! Être assis sur les fauteuils de Roméo et Juliette pour regarder les étoiles. Ça, c'est la classe. Et ce que Shakespeare ne dit pas, c'est que 66% du don est déductible des impôts. Malin, les romantiques. Bien, voilà, donc nous allons revenir pour terminer bien sur vos messages que vous nous avez envoyés via le lien mural qu'on vous a transmis tout à l'heure. Je vais laisser Marc Jamous, médiateur scientifique à la Cité des Sciences et de l'Industrie, eh bien, nous en parler. Et puis, bonjour, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à vous. C'est amusant parce que en début d'après-midi, là, j'ai écrit à un ami que j'allais animer un petit peu un chat sur les messages aux extraterrestres et on m'a dit: est-ce que tu t'es habillé en vert? Eh bien, vous avez vu, je suis en vert et inconsciemment j'ai fait ça. Donc peut-être que les idées finalement sont très, très ancrées sur encore ces idées de petit homme vert. Alors pour les messages, on n'en a pas reçu beaucoup. Je pense que
Les gens peut-être étaient un peu timides, mais normalement, le mural sera disponible encore jusqu'à la semaine prochaine. Donc, si vous voulez rajouter des messages, on en a eu à peu près 8. Alors, c'est étonnant parce qu'on peut les classer par catégorie. Il y a un message vraiment un peu de... On s'adresse à cette intelligence extraterrestre. Donc, s'il vous plaît, amenez-moi sur votre planète. C'est un petit cri. Peut-être que c'est un message d'un extraterrestre qui dit « s'il vous plaît, amenez-moi sur votre planète aussi ». Ça, je ne sais pas, et ça peut être rassurant. Et puis un autre, on vous attend avec impatience, un beau point d'exclamation. Après, il y a des messages aussi qui suivent l'actualité. Attention, présence du Covid, soyez vaccinés avant d'arriver sur Terre, merci. Donc je ne sais pas si le pass sanitaire est prévu aussi pour les extraterrestres. Puis après, il y a quand même des avertissements. Attention, humains pas malins. Attention, race dominante et dangereuse et destructrice, mais aussi rêveuse et optimiste. Ça, je trouve que c'est assez joli, ce côté. Voilà, on a les deux faces. Bonjour, j'espère avoir de vos nouvelles de mon vivant, mais attendez que les humains arrivent à vivre ensemble avant de venir. Ça, on entend beaucoup de messages aussi sur ce côté que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous réconcilier. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus sur le chat aussi. Nous savons que vous êtes déjà parmi nous. Bon. Et un message pour savoir si vraiment ils sont intelligents. J'ai le message qui dit 23 456 x 34 567 égale point d'interrogation. Voilà. Donc j'espère qu'on aura d'autres messages d'ici la semaine prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup Marc, merci donc à toutes et tous pour vos messages. Alors pour clôturer cet après-midi de conférence, nous allons retrouver Brigitte David, donc médiatrice scientifique du Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour quelques mots de conclusion. Merci Brigitte. Merci Sofiane. Merci beaucoup à tous pour cette très belle journée, merci aux intervenants, au public. Et juste un petit mot, tout à l'heure je vous avais dit que je vous reparlerai du spectacle du Planétarium que nous avons conçu avec l'aide de Florence et de Doug, qui étaient nos conseillers scientifiques. Ce spectacle, il s'appelle « Carte postale interstellaire ». Il va donc retracer, en fait, l'idée, voilà, on essaie de retracer l'idée des mondes habités où il pourrait peut-être y avoir de la vie, qui aurait envie de communiquer, et puis les essais, en fait, d'envoi de messages. Donc on part des philosophes de l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ce spectacle, il est sous deux formes, donc c'est pour le Planétarium. Il est sous forme automatique, donc un film en fait qui dure 30 minutes, et aussi sous forme de spectacle animé par les médiateurs scientifiques de la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui sont des médiateurs scientifiques passionnés, vous les avez vus, ils sont là. Et donc, ils animeront aussi ce spectacle-là, et là, ça durera un peu plus longtemps, parce qu'avec les médiateurs, ils ont beaucoup de choses à dire, donc ça dure plutôt 45 minutes, et l'avantage, c'est qu'à la fin, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc, c'est vraiment très intéressant de les avoir en face de vous. Donc ça, ce sera à partir du mois de novembre, à partir du 19 novembre, au moment des rencontres du ciel et de l'espace qui se passeront à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc tout ça pour vous parler donc de notre spectacle Carte postale interstellaire au Planétarium. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. Un grand merci pour votre participation à tous. Et puis, bonne soirée. Au revoir.